Oui, alors d'abord, en avant-propos, le projet du pavillon, bien sûr, on va le parcourir, on va le montrer. Mais l'idée un peu ce soir, c'est un projet collectif, c'est un projet en co-création. Donc l'idée était aussi un petit peu de vous montrer le processus, c'est un peu comment les choses se sont déroulées derrière ou au-delà du projet lui-même. Bien sûr, je voulais remercier Luca aussi pour nous donner la possibilité de parler un petit peu plus en détail du projet. L'IFSB l'a fait un petit peu aussi plus sur le côté de l'économie circulaire. Mais ici, voilà, c'est quand même toujours enrichissant d'échanger entre architectes aussi et assimiler, et, voilà, de parler, d'élargir un petit peu le débat sur l'économie circulaire. Le pavillon du Luxembourg se situe dans un secteur de l'expo qui a le sous-thème Connecting Lives. Et on s'est souvent dit avec l'équipe de conception, avec le maître de l'ouvrage, et puis par après avec les entreprises qui nous ont rejoints, qu'on avait été un peu les Kobe ou les bêta-testeurs de ce thème, de se connecter, parce que c'est vraiment une expérience, une aventure humaine. Et bon, le Japon est un projet lointain, et je trouvais intéressant de réfléchir un petit peu comment se fait-il que petit à petit, quels sont les liens finalement qui apparaissent dans la vie, qui font que petit à petit, de plus en plus, on a la possibilité de se connecter avec le Japon. Et par exemple, je prends mon cas, au début c'est une mosaïque, c'est des clichés, c'est aussi des a priori, mais pour un gamin qui est né dans les années 70 en Belgique, le premier contact avec le Japon, c'est ça. Voilà. Évidemment, il faut avoir la télé, mais c'est ça. Le Japon, c'est un pays où il y a des robots, il y a des vaisseaux spatiaux. C'est vraiment la première porte d'entrée avec le Japon. Les objets japonais apparaissent aussi dans la vie quotidienne. C'est la voiture de papa, c'est le magnétoscope qui va nous permettre encore d'amplifier ce qu'on voit à la télé, parce qu'on va pouvoir enregistrer. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais les cassettes VHS avec les articles de journaux collés, et puis même encore les pubs à l'intérieur du film. Donc ça permet d'élargir quand même un petit peu sa culture, et ce que l'on apprend à voir en kaléidoscope du Japon, entre ce que regarde papa, ce que regarde maman, et puis un peu ce que nous, on découvre comme ados. Il y a eu un événement vraiment très intéressant à Bruxelles en 89, c'est Europalia qui avait pour thème le Japon. Et Europalia, c'était vraiment un cycle de conférences, d'expositions et sur les arts du Japon. Donc beaucoup aussi de pièces de théâtre, le no, le kabuki, les tambours japonais, et aussi tout ce qui va être art graphique, donc découverte des maîtres de l'estampe japonaise. C'est aussi vers le début des années 90 qu'on commence à avoir les premières traductions ou parutions de mangas par les éditeurs occidentaux. Et voilà, bon, moi j'avais vraiment envie de faire la BD, mais mes parents m'ont demandé de faire des études pour apprendre un métier sérieux. Donc je vous laisse un peu méditer là-dessus. Mais début des années 90 aussi, on a vraiment de plus en plus, dans les publications d'architecture, d'une nouvelle génération, après les métaboliques, après Ando, après le béton très dur, une nouvelle génération qui explore de nouveau la légèreté avec l'acier, avec parfois le bois, c'est plus rare, mais c'est vraiment un terrain très intéressant. C'est des choses qu'on ne voit pas chez nous. Et on a aussi toute une série de stars internationales qui commencent vraiment à s'affirmer, qui développent des projets, qui décrochent des projets là-bas. Donc c'est des projets iconiques qui restent dans l'esprit. Et rappelez-vous, en 92, donc, l'expo à Séville avec ce magnifique pavillon bois de Tadao Ando. Donc ça, ce sont des images qui marquent. Bon, moi, j'y suis pas allé, mais mes parents m'ont ramené la cassette VHS avec tous les pavillons de l'expo. Non, la vraie première graine, quelque part que l'on plante ici à Luxembourg avec Nico, c'est le tout début. Moi, je viens d'arriver, je suis diplômé, je viens d'arriver à Luxembourg et Nico me demande de dessiner les planches pour déposer le projet d'extension de sa maison au premier prix luxembourgeois d'architecture en 95. Et c'est qu'il va décrocher pour la catégorie, je crois, projet privé. Et ça, on ne le sait pas encore, mais c'est vraiment une première graine que l'on plante.
l'atelier se développe. Il y a des projets. Regardez la légende, on oublie parfois, mais il y a eu pendant 4 ans à Luxembourg un bureau qui s'est appelé Atelier Steinmetz-Moreno. Et donc il y a des graines qui se sont plantées aussi à ce moment-là. Ça, c'est un projet commun, mais qu'on a fini par réaliser. Et a posteriori, évidemment, on y voit des choses en écho à l'architecture japonaise. Mais c'est vraiment ce que disait Marie-Belle, c'est l'idée d'avoir une architecture qui s'exprime voilà, par les éléments nécessaires simplement à sa construction. C'est ça un peu la recherche dans laquelle on est. Beaucoup de construction bois. Et puis un jour, un projet vraiment important pour l'atelier, parce que c'est encore un atelier qui est très jeune, ce sont les transformations des anciens thermes et extensions des anciens thermes à Mondorf. Donc c'est un projet dans lequel on va explorer beaucoup de choses. C'est un projet qui est un peu éclectique, très riche, avec beaucoup de détails. Il y a de la construction bois, il y a de la construction acier, il y a de la transformation, il y a des abords. Donc on va pouvoir expérimenter beaucoup de choses, explorer beaucoup de choses, et ça va faire école, ça va apporter beaucoup aussi à l'atelier. Et à l'issue de ce projet, Nico et moi, on va discuter, on va se mettre d'accord et on va décider de s'associer. Et en 2001, donc, voilà, l'atelier devient Nico Steinmetz et Arnaud de Meyer, architecte, donc c'est un titre comme ça. Et 2001, c'est aussi l'année où, pour la première fois, il y a un événement d'architecture qui s'organise entre l'Europe et le Japon. Et c'est là qu'on retrouve la petite graine qui a poussé. C'est parce que Fumiko Maki, Alvaro Siza et Villaretz, les commissaires de cet événement, vont sélectionner des architectes à travers l'Europe et le Japon. Et donc, ils vont sélectionner Nico pour représenter le Luxembourg. Voilà, Nico qui n'est plus seul et qui a l'élégance de m'emporter avec lui dans ce mouvement-là. Et ça, c'est le premier, un peu, comment on dit, la première grande satisfaction, c'est de voir son nom écrit en japonais dans une revue japonaise. Et on va présenter évidemment ce qu'on a fait de plus grand à l'époque, qui est les anciens termes de Mondorf. Et Nico va faire le voyage au Japon parce que cet événement, ça comporte exposition, ça comporte conférence. Ça se passe au Japon d'abord, puis ça va bouger au Portugal, à Porto, ça va bouger aux Pays-Bas ensuite. Et ce qui est amusant, c'est qu'évidemment, Nico revient avec une tonne d'histoires à raconter à l'atelier, mais avec un peu interloqué aussi par les Japonais, donc à qui il présente un projet de transformation, la conservation du patrimoine, le contraste entre ce qui existe, l'histoire, et ce qu'on peut apporter de contemporain, voilà. Et les Japonais ne comprennent pas trop, en tout cas certains ne comprennent pas trop, et se disent mais pourquoi vous vous embêtez quelque part à garder ces vieilles pierres? Pourquoi vous ne construisez pas simplement quelque chose de neuf, de chouette, d'utile, de pratique? Ils disent fancy, je ne sais pas très bien comment on peut le traduire, mais something fancy, voilà. Donc ça alimente toujours un petit peu voilà, c'est aussi le premier contraste entre une image d'Épinal du Japon et puis la réalité qui est plurielle du Japon, qui interroge. Voilà. L'atelier continue ses projets et il y a toujours en écho, évidemment, cet impact du Japon un peu dans les attitudes, dans le rapport au paysage, dans les ouvertures, des paysages introvertis, très maîtrisés, ou le grand paysage. Quelques années aussi après, assez rapidement, il y a Yoshio Futagawa, donc un reporter japonais qui s'occupe de GI, qui vient nous voir pour faire des photos de l'atelier. Donc ça fait un deuxième contact comme ça avec le Japon. Et le projet avance toujours. Et puis les hasards de la vie font que des rencontres, de nouveau, nous amènent à considérer le fait de retourner à deux au Japon pour aller voir là-bas ce qui s'y passe. Voilà, les constructions bois deviennent de plus en plus nombreuses au Japon, pas seulement pour les temples ou pour les constructions traditionnelles ou pour les bâtiments historiques ou de patrimoine, mais aussi dans l'architecture fonctionnelle et les transformations également. Donc on décide de s'équiper, d'aller voir, de partir là-bas, rencontrer des gens, prendre des contacts. Et moi je m'aperçois, pour moi c'est la première fois que le Japon c'est pas si simple que ça, et que le Japon c'est aussi très étonnant dans le quotidien. C'est absolument déroutant parfois, mais c'est absolument fascinant aussi. C'est génial de voir aussi, de ses propres yeux, tous ces bâtiments mythiques.
Et de voir aussi voilà, que les bâtiments historiques sont extrêmement bien conservés, sont somptueux, sont faits aussi de l'essentiel, voilà, mais portés voilà, à un certain niveau de maîtrise dont les Japonais ont le secret, mais qu'à côté de ce patrimoine, dans les lieux touristiques, il y a aussi un patrimoine qui est décrépit, qui n'est pas valorisé, qui a pourtant un énorme potentiel. Et donc on se pose beaucoup de questions sur ce patrimoine parce que il a énormément de qualité à nos yeux. Nous qui essayons de développer ici une architecture durable, économe, sobre, flexible, eh bien on se rend compte qu'en fait, ils ont tout dans cette architecture traditionnelle. Bon, tout ça, ça mériterait une conférence en soi, mais il se fait que parmi les rencontres que l'on fait là-bas, on rencontre Benoît Jacquet, qui est architecte, qui est français d'origine, qui vit là-bas depuis 15 ans, et qui à l'époque est directeur de l'école française d'Extrême-Orient. Il n'y a pas d'école française au Japon, mais le siège de l'école française d'Extrême-Orient est à Kyoto. Et ils viennent de construire un nouveau bâtiment pour eux, avec un bureau d'architecture qui s'appelle Mikan. On ne les connaît pas, je m'en suis souvenu par après. Et donc on a des échanges très riches et très intéressants avec lui. C'est une sommité. Il est spécialiste, c'est un académique, donc il fait des conférences, il écrit des bouquins sur l'architecture japonaise traditionnelle, sur l'architecture métabolique. Et voilà, les liens se tissent et on décide à un moment donné d'initier un projet avec des amis ici à Luxembourg. On entame ce premier projet et Benoît accepte de nous accompagner et de réfléchir avec nous sur ce petit patrimoine du quotidien au Japon, comment on peut le conserver et puis lui apporter toutes les qualités nécessaires à la vie contemporaine, là où les Japonais en fait l'abandonnent un peu, justement parce qu'ils considèrent que c'est froid, que ça moisit assez vite, que c'est sensible au feu, que l'acoustique est nulle, etc. Donc on se lance dans différents projets à Kyoto et en fait ce sont des maisons, voilà, on se frotte un petit peu à cet exercice-là. Pour nous c'est un peu des vacances architecturales, c'est du team building à deux et puis avec les amis. Et voilà, donc à la fin du compte, après 5 ans et quelques allers-retours, il y a là-bas des maisons qui ont été conservées, restaurées, qui sont des guest house à Kyoto. Et voilà, et le Japon continue de nous influencer dans les projets à Luxembourg. Et puis arrive l'appel à projet pour, donc ça on est en 2022, début 2022, l'appel à projet pour le pavillon à l'Expo d'Osaka. Le contexte, c'est une île artificielle au large d'Osaka qui appartient aux autorités du port d'Osaka, qui est une île qui existe, elle n'a pas été faite pour l'Expo. Et il y a un concept qui est dessiné par Sou Fujimoto d'aménagement de l'Expo qui consiste en un grand anneau de bois de 600 mètres de diamètre, donc d'une longueur de 2025 mètres, puisqu'on est en 2025, et qui contient, en fait, l'idée, c'est que ça contient tous les pavillons des pays, des pays participants, avec l'idée qu'enserré dans cet anneau, en fait, il y aura une prise de conscience qu'on partage tous une même planète et que les ressources sont limitées, que l'espace est limité. Donc ça, c'est l'idée de Sou Fujimoto. Donc on a quelques images du projet. Comme je vous l'ai dit, le Luxembourg a choisi son terrain, mais en fait le terrain c'est ça, c'est 4 points de coordonnées, un terrain plat, on n'a aucune idée du contexte. Donc nous qui sommes habitués à travailler avec le rapport au site, l'extérieur, la lumière, l'orientation, tout ce que vous voulez, enfin c'est mort. Voilà. Et puis aussi il y a cette espèce de challenge, d'esprit de compétition dans lequel on risque de tomber comme architecte, c'est de se dire une expo universelle, on a l'image que voilà, c'est aussi un peu un concours d'architecture, hein, on va rivaliser avec des grands noms, avec des signatures, et donc ça peut être grisant et en même temps on se dit assez vite que ça peut être un piège. Donc on se dit qu'est-ce qu'on va aller faire dans cette galère, c'est très stimulant. On a cette connexion avec le Japon, on se dit que c'est pour nous, mais en même temps, l'idée d'une expo universelle éphémère qui va durer 6 mois, où on va dépenser de l'énergie, de la matière pour après tout démolir, ça colle pas. Ça colle pas avec ce qu'on veut faire. Heureusement, le Luxembourg, dans son cahier des charges, insiste vraiment formellement sur le fait de développer, concevoir un projet qui soit bien sûr durable, mais surtout basé sur les critères de l'économie circulaire. Il ne définit pas forcément ce que ça veut dire,
mais c'est vraiment quelque chose qui doit être mis en avant. Donc on se dit, OK, on se lance là-dedans, on va les prendre au mot et on va proposer un projet auquel nous on croit, et advienne que pourra. Si ça doit être choisi, c'est choisi, mais au moins nous on aura remis un projet qui colle avec nos valeurs. La première chose, l'appel à candidature, le délai c'est 6 semaines. Et la première semaine, en fait, on la passe à constituer l'équipe. On se dit, on ne peut pas juste faire ça avec une équipe luxembourgeoise. On s'était juré après le concours de Dubaï qu'on allait refaire le prochain concours avec l'équipe. Donc, on avait déjà les ingénieurs avec nous. On a Jungle Nurse, donc au niveau scénographie, qui nous a rejoints. Le caractère circulaire étant très important, Jadot Schroeder de Positive Impact nous a rejoints. Et on a demandé aussi à Dan Conan de SECO de nous rejoindre parce qu'on s'est dit avec le Japon, il doit quand même y avoir toute une série de questions au niveau des certifications, des autorisations, des agréments et toutes ces choses-là. On a directement décidé de prendre des partenaires japonais à bord. Donc on a été rechercher Mikan, qui avait fait les FEO à Kyoto, qui a accepté de nous accompagner. Le bureau NEI a une antenne au Japon, donc c'était parfait. Et on a aussi... en fait, on le voulait pour avoir des partenaires sur place directement. On le voulait parce qu'on voulait maîtriser les réglementations, pas se faire piéger après dans ce que l'on allait proposer, devoir se contredire ou faire machine arrière dans un délai très serré, c'était risqué. Et on voulait aussi avoir un point de vue japonais sur ce qu'on allait proposer. Donc de ne pas venir avec justement les a priori ou les stéréotypes, avec une projection d'une vision depuis l'Europe sur un pavillon qui devait surtout parler aux Japonais. Les visiteurs de l'expo, c'est 90-95% de Japonais, en fait. Donc il faut vraiment leur parler à eux. Donc on voulait avoir aussi des gens qui aient la sensibilité de savoir comment ce qu'on va proposer va être pris par les visiteurs japonais. Et puis on a pris à bord une série de stimulateurs, en fait. Services for Creative qui devait nous encadrer, nous donner le timing, gérer un peu l'administration, la coordination. Yo Studio, donc Étienne Duval pour nous stimuler, pour essayer aussi de traduire en images, je ne sais pas, en schéma, en concept, les idées qui allaient émerger. Le LIST, c'était beaucoup pour le côté technologique. Et puis Azu, donc Benoît Jacquet, pour sa vision depuis le Japon. Bon, les sessions se passent exclusivement en visio, c'est absolument convivial, mais ça risque d'être un petit peu le bazar. Donc on a Étienne, il nous stimule comme il peut, mais on voit bien qu'à un moment donné, ça tourne un petit peu en rond. Donc on doit se donner des règles pour faire émerger le projet. Et là, c'est Jeannot qui prend la parole, et puisqu'on est tous d'accord que ce qui importe, c'est de développer un bâtiment temporaire, provisoire, qui va en fait être en fonction pendant 6 mois uniquement. Il faut faire très très attention à ce que l'on fait au niveau de la consommation des ressources, de la consommation de l'énergie, et surtout éviter absolument la production des déchets. Donc il prend en main un petit peu la manière de faire, la manière de penser. Et c'est peut-être un petit peu bateau, hein, ces 4 principes. On parle souvent des 3 derniers, réduire, réutiliser et recycler. Et en fait, on se dit avec Jeannot que recycler, c'est déjà trop tard. Quand on utilise un matériau et puis qu'on se donne bonne conscience de le faire recycler, en réalité, il y a une perte de valeur. Souvent, un tronc devient une poutre devient une planche devient un panneau du papier, et le papier, après, on le brûle. Donc, c'est recyclé, mais c'est jamais recyclé ou rarement recyclé à la valeur nominale. L'acier, on peut le faire, on consomme beaucoup d'énergie, mais c'est un des rares matériaux avec lesquels on peut le faire. Donc on se dit que ce qui est le plus important pour nous, ça va être de se focaliser sur les 3 premiers. Et je parlais de piège tout à l'heure dans la compétition architecturale, de vouloir faire un projet qui sort du lot, qui s'exprime, qui est un objet d'architecture. Et je pense qu'on a beaucoup à faire. On se l'est beaucoup dit qu'en tant qu'architecte, on doit vraiment penser aussi à refuser des choses. Donc, essayer de refuser ce qui est inutile quand on se met dans l'optique, évidemment, du développement durable et de l'économie circulaire. Donc, on a fait un grand travail, chaque fois, d'élagage. Quand une idée était là, mais qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qu'on garde,
pour passer à la suivante. Réduire, c'est une question d'optimisation avec les ingénieurs. Réutiliser, c'est de s'assurer que les composants, les éléments sont là ou qu'après, ils pourront être réutilisés. Et donc, l'idée qui nous vient, c'est de dire, voilà, il y a des matériaux qui existent au Japon, qui sont produits au Japon, qui sont utilisés tous les jours dans le secteur de la construction au Japon. On va les emprunter au secteur de la construction, on va les stocker sous la forme d'un pavillon. On ne sait pas du tout encore ce qu'on va faire, mais l'idée, c'est de le stocker. On envisage ça comme un stockage, une mise en forme temporaire. Et puis, on va démanteler, déconstruire ce pavillon et on va pouvoir réinjecter. L'idée, c'est un maximum de ces composants, de ces éléments, de ces matériaux dans le secteur de la construction pour qu'ils deviennent ce qu'ils devaient devenir à l'origine, en fait. Et alors, on décide de faire un inventaire des matériaux qui sont utilisés couramment au quotidien par les firmes japonaises. Ça, c'est le résultat. Donc, ça n'a absolument rien de sexy. On oublie les idées des beaux bâtiments en bois, c'est des préfats béton, c'est des profilés métalliques. Il y a beaucoup de constructions, énormément de constructions industrielles, énormément de constructions provisoires, énormément de constructions commerciales. Même les nouvelles maisons sont en ossature métallique, déguisées, masquées après avec des panneaux simili-briques, simili-bois, etc. Donc c'est quand même un choc de constater qu'en fait c'est ça notre base de travail, mais on ne perd pas espoir. Et donc partant de là, on se dit aussi, mais il y a quand même une constante dans les constructions japonaises, c'est qu'elles sont tramées. Il y a cet héritage du tatami et du ken, et dans les dimensions des bâtiments construits aujourd'hui, il y a des dimensions standards. Et donc, il y a des dimensions dont on sait qu'en dessous de ces dimensions, l'élément ne va plus être réutilisé, mais tant qu'on respecte ces dimensions minimum, il y a une forte chance qu'on puisse le réutiliser. Voilà, donc on va faire cet exercice en disant on doit construire un bâtiment où on utilise des matériaux standards le plus possible dans leur dimension nominale et standard pour qu'on puisse les remettre dans l'étagère et que des gens puissent les utiliser après. On doit essayer de préserver leur intégrité, donc essayer de ne pas les abîmer, qu'après les gens aient encore envie de les réutiliser. Donc ça veut dire éviter les découpes, ça veut dire éviter de forer, si c'est possible, éviter de coller, éviter de souder. Voilà, donc on part dans cette idée-là et essayer de conserver au maximum les dimensions standards des profilés. Ça veut dire aussi essayer, dans la mesure du possible, de ne pas construire des éléments sur mesure pour construire le pavillon. Alors là, ça réactive évidemment les débats et ça, c'est vraiment des esquisses qui viennent d'un peu partout, des esquisses collectives où on essaye, voilà, on a d'un côté la scénographie qui se développe et de l'autre côté l'architecture. Et l'idée, c'est de produire un produit où les deux convergent, puisqu'on demande à des architectes associés à des scénographes de proposer un pavillon. Et ce qui est intéressant dans la réflexion sur les dimensions standards, c'est que les dimensions standards ont des limites. Les profilés métalliques, par exemple japonais, ont des longueurs maximum de 12 mètres. Donc on s'interdit de créer des espaces avec des portées supérieures à 12 mètres pour ne pas faire d'éléments sur mesure. Donc ça va nous forcer à faire toute une série de petits espaces plutôt qu'un seul grand espace dans lequel il y aurait une installation scénographique. Et les scénographes vont rebondir sur cette idée parce qu'ils ont dit c'est pas mal. Ça nous permet en fait de raconter une histoire comme un scénario avec des séquences, comme une pièce de théâtre qui a plusieurs actes. Et on part sur cette idée-là, acte 1, acte 2, acte 3. Donc un bâtiment dans lequel on se faufile et on passe d'une pièce à l'autre. On essaie aussi au fur et à mesure de supprimer les éléments inutiles. Donc voilà, on essaie d'abord de construire des grandes portées avec des petits éléments, puis on abandonne. Et puis finalement, ce qui émerge comme idée, le résultat de ça, c'est un concept en 3 lignes. C'est une grande couverture qui unifie, parce que dans le cahier des charges, il y a cette obligation de faire une grande couverture complète du pavillon. Les espaces extérieurs comme les espaces intérieurs doivent être couverts parce qu'on sera en plein été, il fera très chaud, il y aura de la pluie. Donc on veut accueillir du mieux possible les visiteurs. Une grande toiture qui est le symbole de l'unité du pays. Il y a aussi cette idée qu'on voit tous les pavillons depuis l'anneau de sous Fujimoto. On peut circuler en dessous, mais on peut circuler au-dessus quand il fait beau. Donc la toiture comme une 5e façade est importante. L'idée de tous ces petits volumes de petites portées, de tailles différentes, pour nous, ça symbolise la diversité de la population luxembourgeoise, simplement.
et le fait qu'on propose un parcours à travers le pavillon. Donc tous ces volumes forment une sorte de paysage artificiel, et le parcours à travers le pavillon, c'est le pays, c'est le paysage et le territoire. Et c'est une donnée importante quand on habite ici. On est très souvent en contact avec la nature, le paysage, et on aime la parcourir. Voilà, donc ça donne un pavillon sur un niveau. Donc aussi au niveau de refuser, on a refusé le rooftop. C'était vraiment un sujet qui était, voilà, avec une question. Tous les pavillons font un rooftop, c'est là qu'on a du succès, les gens vont venir pour le rooftop, etc. On a dit non, parce qu'on ne va pas mettre d'ascenseur, on ne va pas mettre d'escalator, on ne va pas mettre d'escalier. Donc on a refusé élaguer. Et l'idée, c'est d'avoir un pavillon de plein pied qui est tout à fait accueillant, qui est inclusif. Donc la population au Japon, il y a des jeunes familles, mais il y a surtout une population très vieillissante aussi. Donc il y avait un grand intérêt à veiller à l'accessibilité. Et puis les séquences, en fait, les 3 actes, c'est présenter les idées du Luxembourg. Le 2e acte, c'était la rencontre avec la population, et le 3e acte et dernier acte, c'était présenter le pays, présenter les paysages. Voilà, donc on présente aussi au concours des idées sur les modes de construction, des idées sur les modes d'assemblage. Il y a bien sûr quelques idées qui sont abandonnées. Il y a cette idée de concevoir un bâtiment qui se construit et qui se déconstruit dès l'origine, avec un maximum si possible. De nouveau, à ce stade-là, on crée des possibles. On ne sait pas encore ce qui va être possible au Japon, mais la possibilité donc d'utiliser un maximum d'éléments de seconde main, ou de faire en sorte que les éléments soient de seconde main, et la possibilité aussi d'avoir beaucoup de locations, et l'idée aussi de monitorer les consommations. Donc, que pèse le bâtiment, quelles sont les matières que l'on stocke dans le bâtiment, donc de tenir un cahier de ces données-là, pour conscientiser en fait aux consommations. Et puis il y a toute une série d'éléments aussi au niveau technique sur lesquels je vais revenir. Voilà, donc ça c'est la vue du concours, du pavillon au stade concours. Voilà, la proclamation, elle se fait mi-juin 2022. Et très vite, dans les premières rencontres, on est enfin face au maître de l'ouvrage à ce moment-là. Donc on revoit un peu tout le dimensionnement, l'organisation du pavillon. Ça change de manière marginale. Il y a 2 choses qui changent, 3 choses qui changent. La première, c'est qu'on ne va pas rentrer dans l'acte 1 en présentant les idées du Luxembourg. On veut se présenter avec authenticité, donc on rentre dans l'acte 1 en accueillant les visiteurs. Et là, donc, c'est la population, l'acte 1. Donc la première idée, c'est de commencer par dire « bienvenue chez nous ». L'acte 2 devient les idées du Luxembourg. L'acte 3 reste le pays et le territoire. Et ce qui change, c'est la cour que vous voyez. Au début, c'était un petit jardin où c'était un patio. Et autour, il y avait le restaurant, le bar, mais comme des volumes fermés. Et ici, l'idée, c'est d'en faire vraiment une pièce centrale, une pièce animée, comme on parle même de l'acte 4, qui est en fait la cour de ferme, la cour dans laquelle on fait la fête du village, le grill, on boit un verre, il y a les réjouissances très authentiques, comme on peut les connaître ici. Et donc ça devient plutôt une cour avec une série de petits pavillons, la cuisine ouverte, le bar, la salle polyvalente. Et un nouvel élément qui se rajoute dans ces discussions très, très, très stimulées, c'est le jeu de quilles. Le jeu de quilles qui est en voie de disparition au Luxembourg, mais il y a cette idée qu'en fait, dans l'idée de la transmission, du circulaire, des choses qui peuvent se transmettre, en fait, on va rechercher Georges Linster, qui était la firme Linster, la dernière firme au Luxembourg qui construisait des pistes de jeux de quilles, et on va lui demander s'il est d'accord de récupérer à gauche, à droite, dans les bistrots qui se ferment, des composants pour nous composer un jeu de quilles spécial pour le pavillon, mais surtout s'il est d'accord de le faire avec des étudiants des écoles techniques luxembourgeoises, pour aussi transmettre son savoir. Donc il va accepter. La signature de la participation à l'exposition est signée en septembre, et nous, on a déjà, entre juin et septembre, on a déjà fait l'APS, et on va aussi présenter cet APS au Japon. Alors ça, c'est vraiment génial de voir son projet qui tout à coup devient japonais, avec des légendes en japonais et avec la responsabilité qu'on a évidemment de contrôler et de porter la responsabilité. C'est un peu stressant quand même, parce que ça va loin dans le détail.
Mais c'est assez génial et on doit être vraiment très très bien accompagné par nos partenaires là-bas. Alors après quelques temps, donc, on a l'entreprise qui est nommée, une entreprise japonaise, et on doit vraiment aller là-bas pour collaborer avec eux et pour s'assurer que maintenant on va construire comme on a imaginé le bâtiment. Donc au Japon, il y a toujours des photos de groupe quand vous faites une réunion, et il y a toujours des mecs qui ont des postures bizarres sur les photos de groupe. Celle-là, ça va encore. Donc, et là, il se passe vraiment énormément de réunions et de négociations et de discussions, parce que c'est pas tout de remporter un marché, de se dire bon, maintenant c'est gentil, les idées qui viennent du Luxembourg, nous les Japonais, on va construire comme on a envie. Pas du tout. Nous, on a vraiment l'objectif de faire réaliser, d'aller le plus loin possible dans la démarche. Et on a heureusement, fort heureusement, le maître de l'ouvrage qui nous soutient dans ces démarches. Donc on va aller réexpliquer tout ça. Jeannot, il est très très fort pour faire des grandes messes, mais aussi pour fixer les objectifs de qu'est-ce que l'on va réutiliser, qu'est-ce que l'on accepte de recycler, etc. Comment on va monitorer les résultats, donc les indices de circularité que l'on veut vraiment observer, contrôler sur les objets, le poids des choses, les consommables, le poids carbone également. Donc tout ça, ça les saoule énormément, mais on arrive à les prendre dans l'équipe et à les faire adhérer à toute une série d'éléments, de normes aussi, le PCDS, donc de vraiment d'évaluation de tout ce que l'on va faire sur le pavillon. On va aussi, on doit mettre en marche le chantier, donc on va faire la présentation, la rencontre entre les organisateurs de l'expo et l'entreprise, parce que là c'est aussi très très spécial. Le site de l'expo, il est réparti entre différentes grandes entreprises et il y a un système un peu féodal. L'entreprise de votre pavillon doit quelque part se soumettre dans la hiérarchie du département de la zone de l'expo qui est sous la responsabilité de la grande entreprise. Donc il y a plein de choses à côté de toutes les questions d'architecture ou de technique de construction ou de réglementation simplement sur les bâtisses. Il y a aussi tous les usages par rapport à ce qui a été mis en place pour la gestion du site. Ce qui est aussi génial, on nous a dit qu'il faut absolument aller chez les organisateurs parce qu'ils sont dans une grande tour à côté de l'île de Yumeshima où va se passer l'expo. Et on a une vue magnifique sur l'île depuis le haut de cette tour. Et en fait, le problème, c'est pas un problème, mais la vue magnifique, elle est dans les toilettes. C'est vraiment le truc où donc, ils sont tous super contents de nous emmener voir la vue et tu te rends compte après que c'est les toilettes, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez génial. Alors on est 1 an et demi avant l'ouverture de l'expo et on a vraiment l'impression qu'on est nulle part parce que vous voyez cette île, donc c'était d'anciens parcs à conteneurs, ça appartient aux autorités du port d'Osaka. Et la construction de l'anneau, elle vient seulement de commencer. Ils viennent de valider les mock-ups, ils démarrent. On est 1 an et demi avant le démarrage de l'expo. Donc là, on est un peu sidérés. On s'amuse à faire des photos amusantes. Un premier pas qu'on met sur le terrain. Bien sûr, la photo avec l'entreprise. Et on va profiter de ce voyage-là aussi pour aller visiter l'entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est très protocolaire, évidemment. Mais ce qui est génial, c'est qu'on apprend vraiment, on les intègre comme un membre de l'équipe aussi de conception à ce moment-là. Et on va rediscuter toute la construction du pavillon sans lâcher sur les principes qu'on a mis en place, mais en essayant de s'adapter le plus possible à ce qu'ils font dans leur quotidien. Et en fait, c'est une entreprise de construction métallique de bâtiments industriels, de bâtiments temporaires, qui construit aussi des abris dans le cas des fréquentes catastrophes naturelles, glissements de terrain, tremblements de terre, tsunamis qu'il y a au Japon. Et en fait, ils sont déjà hyper organisés pour la réparation, la réutilisation, l'optimisation, la consommation minimum. Et ça, c'est vraiment assez génial de le constater. Donc, on va très bien s'entendre à ce niveau-là. Il nous emmène aussi au temple pour qu'on fasse les prières et les bons vœux pour que le projet se déroule le mieux possible. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Et on va miraculeusement recevoir nos autorisations de bâtir. Donc ça, c'est le Graal. C'est ce qu'on a attendu, qu'on a discuté âprement pendant des mois. Et en fait, un jour, vous recevez un papier où il y a 2 lignes dessus. Et ça, c'est vos autorisations. Le chantier a bien avancé. Là, il s'est quand même passé encore 6 mois. Vous voyez qu'il commence à mettre les gaz. Et on fait une cérémonie, ils appellent ça groundbreaking ceremony. Donc, on va rompre le sol, on va
on va faire toute une cérémonie Shinto qui est assez stupéfiante. Il faut vivre ça une fois dans sa vie. Ça dure 1 heure. Et bien sûr, on a une photo de la cérémonie. Ce qui était assez génial aussi à ce moment-là, on allait commencer les travaux le lendemain, et donc l'entreprise avait tracé au sol, vous savez, à la bombe, les différents carrés qui représentaient les différentes parties du pavillon. Donc nous, on s'est amusé avec les scénographes. Là, on rêve complètement. Regarde ici, on rentre, et alors là, tu vas voir le truc. C'était assez chouette. Passons quand même au projet. L'idée au début, donc, c'est de faire un bâtiment qui est entièrement démontable, déconstructible. On nous impose dans le règlement de faire disparaître ce bâtiment. Le lendemain de la fin de l'expo, on décommissionne, donc on commence à vider les locaux et on a, je pense, 4 ou 5 mois pour déconstruire le pavillon et restituer le terrain dans l'état dans lequel on l'a reçu. Donc c'est une obligation que tous les participants à l'expo ont, que nous on prend vraiment très au sérieux. Et donc la première idée, comme notre idée c'est de consommer un minimum de matière, c'est d'être le plus léger possible, c'est d'avoir des fondations les plus légères possibles. Et donc on se dit on va travailler avec des pieux vissés, des pieux métalliques qu'on peut visser dans le sol, on construit quelque chose au-dessus et puis on va les dévisser après, c'est du métal, on peut les réutiliser, peut-être pas, mais les recycler en tout cas. On travaille pendant 6 mois avec les entreprises japonaises qui font ce type de pieux pour qu'à la veille, c'était 2 mois avant les appels d'offres, ils nous avouent qu'ils n'ont pas d'agrément pour des sols artificiels. Donc une île artificielle, ça ne fonctionne pas. C'était aussi très difficile d'arriver à cette conclusion, à ce qu'on vous dise non, en fait, on ne va pas y arriver. Donc c'était une certaine leçon dans le rapport aux Japonais. Et donc, on doit très vite trouver une autre solution. Et là, c'est un peu la catastrophe dans notre bilan de consommation de matière, parce qu'on veut être le plus léger possible. La seule alternative qu'on trouve sur un mois, c'est de faire des fondations poids, des fondations masse. Donc, on décide de dire, OK, on va travailler avec des blocs béton préfabriqués qui existent dans le commerce, les méga-blocs qu'on utilise pour les soutènements, pour protéger les festivités, pour des tas d'aménagements qui ne sont pas du tout prévus pour ça. On va les assembler. On va, en fait, voilà le concept, hein, on va faire des fondations très légères qui vont recevoir le poids des constructions et des massifs de fondations qui vont reprendre les tractions de la membrane. Donc on a 2 types de fondations. Vous voyez, les fondations ici en bas, c'est des fondations très légères. Il y a très peu de matière parce que le pavillon est hyper léger. Le seul problème de la légèreté du pavillon, c'est qu'il risque de bouger avec le vent. Hein. C'est pour ça qu'on le vise dans le sol, c'est pour le fixer. Le problème n'est pas son poids. Et on a d'autres fondations beaucoup plus masse qui sont là pour reprendre les efforts de traction de la membrane qui sont assez importants. Et donc ça se construit comme ça se déconstruira. C'est un assemblage. On a un sable dans le fond et puis on a des plots et on vient assembler les fondations qui seront 100% démontables par après. On remblaye et là-dessus, on vient construire une résille qui est en fait les longs greens sur lesquels qui est le dessin en plan, en métal du pavillon qui va se construire par-dessus ensuite. Les constructions métalliques sont hyper simples, on les a simplifiées pour que ce soit vraiment le quotidien de notre entreprise. La seule complication avec les constructions métalliques, c'est qu'elles reprennent tous les efforts de la membrane qui est au-dessus. Donc en fait, là où on pensait partir avec quelque chose de très simple, ça s'est avéré quelque chose de très compliqué. Quand vous remettez une autorisation de bâtir au Japon, vous devez aussi remettre tous les calculs statiques. Et donc toutes les propriétés des matériaux qui sont utilisés pour la statique. Et l'administration contrôle tout ça. Parce qu'il y a des questions de tremblement de terre, de vent, de tsunami, de typhon, etc. Donc c'est pris très très au sérieux. Et nous, on a débarqué avec des matériaux comme les méga-blocs, qui ne sont pas faits pour faire des fondations, qui ne sont pas agréés pour, donc ça fait énormément de discussions, jusque dans la validation de la structure métallique. Mais l'idée de la structure métallique, c'est d'utiliser, donc, plutôt que de faire des grandes structures avec des charges très ponctuelles, c'est d'utiliser beaucoup de petits profilés très fins pour avoir conservé ces profilés très fins standards du commerce, et après pouvoir reconstituer des lots d'éléments qui seront susceptibles d'être réutilisés par la suite. Tous les assemblages sont démontables. Donc après, quand on démonte, on peut recouper les parties ou les réparer. Même chose pour les éléments de plancher. Donc le sol et les toitures sont des éléments préfabriqués qui s'assemblent. Bien sûr, une photo de chantier.
Voilà un peu ce que ça donne. Donc, très peu d'éléments sur mesure, un maximum d'éléments à longueur standard ou dans les dimensions qui sont encore acceptables par les trames de tatami. Puis on monte les façades, donc aussi avec des panneaux, donc sur la trame des panneaux pour éviter un maximum de chute. Et puis les façades. Les façades, évidemment, c'est ce que l'on va voir, c'est ce qui va rester de l'image du pavillon. Et pour nous, c'est aussi très important d'en faire un peu un symbole des réflexions de la construction du pavillon. Et donc, on a cette idée d'utiliser en fait des panneaux de coffrage, puisque les Japonais font beaucoup de béton, donc ils ont beaucoup de panneaux de coffrage, et les utiliser en gardant leurs dimensions standards. Donc, de plutôt les mettre en écaille, comme ça ils se superposent, ils s'adaptent aux dimensions, et de les faire se superposer dans la longueur aussi, comme ça on peut les glisser les uns devant les autres pour s'adapter aux dimensions du bâtiment. On les pose dans des crochets, voilà, ils sont mis en place, et puis on les sangle pour les fixer définitivement. Et simplement, la boucle de la sangle, elle est cachée derrière le panneau. Et donc, on pourra démonter tout ça à l'inverse. Et on a un petit jeu. Ça, ce sont les éléments qui sont utilisés pour le montage de la façade. Et la petite coquetterie, c'est de se dire, OK, on va juste les sangles, on va prendre la couleur rouge et la couleur bleue. Ce n'était pas prévu comme ça au concours, mais ça devient juste la petite coquetterie avec l'idée, qui a beaucoup plu au maître de l'ouvrage, de se dire que le petit élément qui a l'air de rien, c'est celui qui lie l'ensemble et c'est les couleurs du Luxembourg, quoi. Donc ça, c'était... Finalement, on était très, très heureux aussi de ce côté plastique qui faisait très peur au début. Finalement, il a, avec ses reflets, avec la chaleur de l'image de l'anneau en bois autour, de la végétation, ça donne vraiment toute la dynamique de la façade du pavillon. La membrane, c'était aussi un élément très, très compliqué parce que c'est un choix de nouveau pragmatique de se dire on doit couvrir 1200 mètres carrés de pavillon, mais avec le minimum de matière. Donc si vous voulez faire 1200 mètres carrés de structure bois, c'est 20 tonnes. Si vous voulez le faire en acier, c'est 30 tonnes. Ici, on a 1,5 tonne de matière. Et dans le cas de l'acier et du bois, on doit de toute façon encore utiliser une étanchéité pour éviter qu'il pleuve à travers. Donc l'idée de la membrane est devenue assez évidente et elle a ses propres règles de mise en forme. Pour qu'elle soit rigide, qu'elle soit stable, il faut la tendre, il faut des doubles courbures, donc il faut des points hauts et des points bas. Et ça répondait aussi à l'idée ou au souhait d'avoir un pavillon dont la toiture est la 5e façade et a une certaine expression vue du haut. On voulait aussi donc, un minimum d'éléments métalliques. Donc on a eu beaucoup discuté avec les spécialistes japonais des membranes, parce qu'au Japon, jusque-là, les références en membrane métallique, même de grande taille, en membrane synthétique, ce sont des structures métalliques dans lesquelles on tend la membrane. Donc vous avez des cadres, vous avez beaucoup de profilés qui donnent les formes, et puis on tend la membrane dedans. Ici, nous, on voulait réduire, donc on voulait que de la membrane et un minimum d'appui. Donc ça a été beaucoup de discussions, surtout parce que c'est un tout autre modèle de calcul statique. Donc vous imaginez les discussions dans les autorisations avec les autorités qui n'avaient pas la formation pour le faire. Donc on a un bureau d'études qui a été très loin, qui a été jusqu'à définir les plans de découpe des membranes et comment on allait les souder, etc. C'était assez exceptionnel. Elle est venue en 4 parties, avec des assemblages aussi mécaniques entre les différentes parties, donc c'est pincé. Et voilà, donc on avait construit une plateforme, les échafaudages autour des volumes, on a fait un grand plancher de travail, et puis à partir de là, on monte les points bas, on descend les points, on monte les points hauts, on descend les points bas. Ça donne un espace qui est vraiment... on était vraiment ravis de pouvoir marcher là au-dessus, parce que plus personne n'allait marcher là au-dessus après. Voilà comment ça s'est passé. Et moi, j'aime beaucoup cette photo de Daniel Zar, qui est le directeur de l'expo, parce qu'on a, du pavillon, on avait tellement attendu ce moment. Mais ça symbolise aussi très bien son implication et le fait qu'à toutes les étapes, on avait le maître de l'ouvrage avec nous pour nous soutenir. La membrane, on voulait absolument cette membrane parce que c'est une membrane Serge Ferrari. Elle fait partie d'un processus de recyclage complet. Donc vous avez un processus, donc si on la déconstruit,
on peut, par leur processus, d'un côté isoler les fibres, de l'autre côté isoler les polymères et réinjecter ces composants dans la fabrication de nouvelles membranes. Le maître d'ouvrage, lui, il avait une autre idée. Ce n'est pas une idée très neuve, mais c'était l'association avec des designers, des stylistes japonais qui ont en fait développé une gamme de sacs, d'objets faits à partir de la membrane. Donc, dans le shop du pavillon, vous avez les prototypes, vous avez une liste, vous vous inscrivez. Je ne sais même pas si vous payez un acompte, mais en tout cas, vous avez la garantie qu'à l'issue du démontage, 3 ou 4 mois après, vous allez recevoir un petit colis avec le certificat et le tampon que le sac provient bien de la récupération de la membrane du pavillon. Voilà. On fait la même chose, hein, ce principe d'éléments standards, on fait la même chose pour tous les intérieurs, pour tous les éléments de finition. Au niveau technique, il y a quand même pas mal de créations aussi de la part du bureau d'études. La première, c'est la membrane, bien sûr, qui protège, qui permet de récupérer l'eau, qui permet de régulariser un peu la chaleur qu'on a en dessous, de créer un courant d'air. Le fait qu'on soit dans différents petits volumes aussi, c'est très intéressant, parce qu'en fait, dans chaque volume, on sait maîtriser mieux l'atmosphère. On peut avoir recours à des appareils standards et pas créer une grande centrale qui doit gérer un grand volume. Donc on peut aussi distinguer, on peut différencier les zones où, oui, on va mettre une petite clim, parce qu'il y a des gens qui travaillent là en permanence, et que les petites clims standards, ça se commercialise très facilement et ça se reprend très, très facilement au Japon. On va aussi parfois combiner simplement plusieurs petits appareils domestiques japonais. Et dans les parties qui sont destinées au public, on va se dire, mais là, ils viennent par 30-35 degrés, ils sont en short, ils sont habillés légers, donc on ne va pas les refroidir avec une clim, on va plutôt travailler sur l'humidité de l'air. Donc l'idée, c'est d'améliorer le confort du visiteur en asséchant l'air pour permettre au corps de s'autoréguler et de transpirer, plutôt que de baisser la température. Et on constate aussi que là, on a des économies d'énergie. Ici, vous voyez un peu les principes des chaussettes, hein, donc des portions de la toiture qui descendent jusqu'au sol pour aller récolter l'eau de pluie qui est en fait amenée dans les réservoirs qui sont sous le pavillon. Et puis ça, c'est le système de déshumidification. Donc on a des serpentins, des tubes d'acier galvanisé qui sont en fait installés à l'intérieur, derrière les finitions, et sont dans des longueurs standards. Et en fait, dans ces tuyaux va circuler de l'eau froide qui est fournie par les organisateurs. On a ça dans la rue devant le pavillon. Et en fait, l'air, donc on va cacher ces tuyaux avec simplement des rideaux. Donc on travaille vraiment au plus léger, c'est des rideaux noirs. Et en fait, ça crée une lame d'air. L'air chaud va être poussé dans la lame d'air par des petits ventilateurs de nouveaux standards qui sont en partie supérieure. L'air va se rafraîchir et s'assécher au contact des tuyaux. L'air va condenser, on va récupérer l'eau qui part dans les réservoirs et l'air frais va ressortir en bas en tapis au contact des visiteurs. Donc là, vous avez, alors ça va dépendre de l'aménagement scénique, mais ça se répartit dans toutes les salles du pavillon. Voilà. Parallèlement à ça, on doit aussi travailler sur la scénographie. Donc il y a toute la mise en place et toute l'évolution de la scénographie qui se fait avec les scénographes. Au contact des entreprises japonaises, le concept aussi se précise. Et donc, on les implique aussi énormément, eux, comme partie de l'équipe de conception. Au niveau de l'acte 1, donc la rencontre avec la population luxembourgeoise, on réduit finalement à sa plus simple expression l'idée d'accueillir les visiteurs chez les habitants du Luxembourg. Donc on crée en fait des petites scénettes qui sont chaque fois, qui représentent symboliquement différents intérieurs luxembourgeois, que ce soit l'intérieur du tram, l'intérieur d'un café, l'intérieur d'une maison. Et donc, on travaille avec un maximum d'éléments standards également pour faire rentrer le visiteur dans l'intimité des habitants du Luxembourg. Donc, c'est de nouveau très épuré au niveau des moyens mis en œuvre. On travaille beaucoup avec beaucoup d'éléments de location aussi, d'éléments standards qui font partie simplement du monde des expositions et de l'audiovisuel.
Entre chaque acte, il y a aussi une petite pause, en fait. Quand on passe d'un volume à l'autre, on voulait créer des séquences, et donc il y a chaque fois un petit retour à l'extérieur, une petite vue vers un petit jardin extérieur. L'acte 2, c'est l'acte de la présentation des idées ou de ce que l'on fait au Luxembourg qui pourrait être aussi partagé partagé dans le monde. Et on a cette idée de créer un objet qui est plus grand que l'espace dans lequel il se trouve. Donc c'est une sphère qui représente la Terre finalement, qui est faite de toute une série de facettes d'écran LED. Mais en fait, on ne construit qu'un huitième de cette sphère parce que les murs et le plafond sont des miroirs. Donc en fait, on va avoir cet effet de reflet. Là, c'est en cours de construction. Encore une fois, ce sont des éléments très très simples et des éléments de location. Tout est démontable. Et voilà, donc ça c'est un peu l'effet amplifié. Quand on rentre, on a cet effet vraiment de la sphère dans l'espace. Et on a aussi surtout l'effet des consoles autour, donc l'effet de communauté des visiteurs qui se voient en reflet autour de la sphère et qui peuvent interagir avec elle. L'acte 3, c'est l'acte où on visite plus on entre en contact avec le pays, avec les sites, avec les paysages. Et là, l'idée devient d'avoir un sol, 2 murs et un plafond en écran LED pour créer vraiment une expérience immersive. Et au centre de ce cube, vous avez un plancher, mais qui n'est pas un plancher fermé, qui est en fait un filet sur lequel vous pouvez marcher, qui est encore une contrainte énorme au niveau statique et réglementaire. Mais l'idée, c'est ça, c'est de marcher au milieu du paysage, donc de permettre aux visiteurs de rentrer dans les paysages du Luxembourg. Voilà. Donc vous pouvez vous asseoir, et il y a toute une animation, ça s'appelle Une journée à Luxembourg. Donc vous traversez le pays et vous rentrez dans différents paysages ou lieux caractéristiques du pays. Il y a des bureaux dans un pavillon, il y a une administration, il y a un VIP. Et là aussi, donc, le maître d'ouvrage a accepté de travailler avec des éléments de location. On leur a dit, écoutez, la moitié des écoles du Luxembourg sont faites avec des containers, on va vous proposer de faire vos bureaux dans des containers. Ils l'ont accepté et ça se passe très bien. Il y avait une petite exigence au niveau des quartiers VIP, il y a un salon VIP, donc là, il fallait quand même un peu rehausser les finitions pour accueillir les visiteurs illustres. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est de créer un petit intérieur. On a fait quelque chose d'assez simple, simplement avec des panotages bois, mais l'idée, c'était aussi de mettre dans cet intérieur un peu japonisant des pièces de design faites par des créateurs et des designers luxembourgeois. Donc, il y a eu un appel à projet. L'idée, ce n'était pas de créer sur mesure quelque chose pour le pavillon, mais de prendre quelque chose qui existait, qui avait été conçu et créé auparavant, et de montrer, de surprendre un peu les visiteurs japonais par le fait que tout ça pouvait se créer un intérieur harmonieux. Voilà. Quelques photos de la réalisation du jeu de quilles. Je vous ai dit que voilà, ça a été fabriqué au Luxembourg avec du bois ici local, avec la transmission de savoir aux étudiants. C'est parti dans des caisses, ça a été monté là-bas. En récupérant aussi des mécanismes dans les cafés, les vieux cafés qui avaient fermé ici. Voilà, et puis un jour, le pavillon, il se termine. On fait les réceptions. Et le petit garçon de 7 ans est très content parce qu'il a vu des robots. Et puis, il s'ouvre donc pour l'inauguration le mi-avril de cette année. Voilà. Le pavillon luxembourgeois, c'est le premier pavillon qui a eu ses autorisations et le premier pavillon qui a eu les agréments pour s'ouvrir, fonctionner, accueillir du public. Donc ça, c'est quand même grâce à je trouve, un magnifique travail collectif. Et voilà, le fait d'avoir serré les coudes et d'avoir tenu tous ensemble jusqu'à l'ouverture. Il y a juste une petite vidéo pour vous, pour visiter le pavillon.
Voilà. Et il y a encore un livre qui a été édité, qui n'est pas dans le commerce, mais il y en aura en tout cas 2 exemplaires ici à la bibliothèque. C'était l'idée de conserver quelque chose de l'aventure du pavillon, traiter un petit peu tous les sujets qu'on a évoqués, parce que bien sûr il va disparaître et ça commencera mi-octobre. Voilà. Merci beaucoup. Ça va toujours? Vous m'entendez? Oui. Merci Arnaud, c'était très très intéressant. J'imagine que ce fut une expérience très très enrichissante pour toi, Nico et le bureau. Et dans ma première question, donc en fait, la façon de travailler des Japonais, comment est-ce qu'elle a inspiré ton quotidien au bureau? Est-ce que tu as des nouveaux réflexes maintenant quand vous commencez un projet? Est-ce que tu penses différemment? Tu penses à la façon japonaise d'entamer les projets ou comment ça se passe? Tu aurais dû m'envoyer les questions avant, je pense. Qu'est-ce que ça a changé? En fait, certainement, ça a changé ma façon de voir le métier, et je pense que c'est en écho à ce qui est en train de se passer ici. C'est que les idées, le projet, c'est une chose, mais je pense que nous, en tant qu'architecte, on doit de plus en plus être le garant de la cohérence du projet, en fait. Donc, on doit aussi créer les conditions, l'ambiance, l'atmosphère, la qualité de dialogue pour que les choses arrivent à se faire, en fait. Donc, il faut être à l'écoute, mais il faut être tenace sans être obstiné. Enfin, c'est un peu un méchant cocktail qui est plein de pièges, mais je pense qu'on attend ça de nous de plus en plus. Voilà, il y a des outils qui vont pouvoir peut-être faire certaines choses à notre place, mais cette qualité humaine et cette aptitude à pouvoir mettre les gens ensemble pour arriver à un but, ça c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus conscient pour moi à travers le projet. Mais envisager la conception de manière différente, on le fait chaque fois quasiment. Donc c'est un peu d'avoir le réflexe de se dire, bon, quelles sont maintenant les règles du jeu pour ce projet. Ici, c'était vraiment flagrant, parce que même en se disant, oui, on connaît un petit peu le Japon quand même, ça va aller, mais en fait, pas trop. On sait juste qu'on ne sait pas, et donc on essaye d'être suffisamment à l'écoute, suffisamment attentif à des petits signes qu'on ne peut pas lire. Ici, en réunion, on peut lire des signes chez les gens. On voit la posture, on voit la tête, on voit celui qui s'endort. Au Japon, c'est très, très difficile de lire. Et il y a des choses qu'on pense avoir compris qu'on n'a pas du tout compris. On pense que quelqu'un est en train de se fâcher alors que pas du tout. On pense que quelqu'un repose 5 fois une question et on se dit, mais il est bête ou quoi? Pourquoi il... Non, c'est juste sa façon à lui de vous montrer qu'il a bien compris et que donc il va faire très attention à ce que ça se passe très bien comme ça, etc. Enfin, et ça, tu ne l'apprends pas tout de suite. Donc, c'est un peu se méfier des signes, en fait. C'est de se dire, voilà, ce qui n'est pas facile. Hein, mais ça répond à ta question? Oui. Donc, il y a encore des questions? Bon, donc, merci beaucoup pour cette belle conférence qui nous a bien, je dirais, introduit dans tout le processus de conception et de construction. Donc, effectivement, je trouve qu'il y a une discipline extrême par rapport à la question de la circularité. Est-ce que tu as le sentiment qu'avec les réglementations qu'il existe aujourd'hui au Luxembourg, tu arriverais à convaincre un maître d'ouvrage de se lancer dans un projet qui ait cette même rigorosité au niveau de la circularité? Je pense que le rapport, le fait d'activer les mécanismes de l'économie circulaire n'est pas du tout la même d'un projet à l'autre. Jamais on va refaire un projet comme ça à Luxembourg, ça n'aurait pas de sens. Ici, c'était vraiment très pointu parce que c'était le caractère éphémère
du bâtiment qui le nécessitait. Il fallait vraiment aller essayer d'aller le plus loin possible. Donc c'est une étoile filante, ce projet. Ça n'a aucun sens de dire aujourd'hui, dans un projet ici, on va faire la même chose. On est tout à fait dans des rapports au temps différents. Donc on peut arbitrer complètement différemment le fait de dire, oui, en fait, pourquoi pas du béton ? Pourquoi pas du béton dans certaines proportions ? Qu'est-ce qui doit vraiment être circulaire ? Qu'est-ce qui doit être démontable ? Qu'est-ce qui doit être accessible ? On est tout à fait dans d'autres conditions de travail. Donc, de nouveau, je pense que le plus important, c'est de ne pas partir sur des acquis et de se reposer les questions chaque fois au début d'un projet et de regarder ce qui est possible. Il faut faire le mieux possible. Nous, on s'est souvent dit dans les projets, l'idée, c'est pas de faire la grande révolution, mais c'est de faire du mieux que l'on peut, d'aller le plus loin possible dans les conditions du projet. Il vaut mieux faire tout un tas de petits pas qui, à la fin, mis les uns derrière les autres, ont un résultat, que de faire une étoile filante qui est parfaite, qui est le projet rêvé, mais qui, en fait, n'a pas vocation à être exemple, à être suivi, à ce que les gens dans leur quotidien se disent « Ah, mais moi aussi, je pourrais me payer ça ou je pourrais contribuer à ma manière ». Donc, voilà, il vaut mieux faire beaucoup de petits progrès qu'un gros coup, quoi. Donc, mais c'est très différent dans chaque projet, en fait. Il faut voir pour chaque projet jusqu'où on peut aller. Et bien sûr, à la fin, on construit pour le maître de l'ouvrage. Hein. Nous, on ne va pas commencer à dire « Ah non, nous, maintenant, on fait que des trucs comme ça ». Ça n'a pas de sens. Non, mais ce que j'entendais dans ma question, c'est plutôt effectivement ça. Donc, ou de s'imaginer que maintenant, est-ce que ça change, ça va un peu dans le même sens de la question précédente, est-ce qu'on peut s'imaginer que maintenant, vous allez avoir envie de pousser encore plus loin cette question de la circularité dans votre... Quand on sait que c'est possible, c'est vrai que ça donne un peu plus d'arguments. Mais pour répondre à ta question, on peut le dire autrement, c'est qu'en fait, dans la conception, on crée des possibles. Donc, en fait, on laisse des portes ouvertes et on crée des opportunités. Au début, on ne sait pas du tout comment exactement on va y arriver. On ne sait pas aujourd'hui, le maître de l'ouvrage, il a des contrats de reprise de matériaux déjà sur ce qui existe, mais il n'a pas bouclé tous les contrats de reprise des matériaux. Donc, mais nous, on a créé des possibles, on a créé des opportunités, et si tu les fermes, ces opportunités, déjà pendant les phases de conception, ou après pendant les phases de chantier, parce que tu te dis, ok, ça ira plus vite de coller, on va souder, on ne va pas s'embêter, on va couler des fondations en béton, parce que ce truc-là, tout le monde nous dit que ce n'est pas possible, et ils ne veulent pas. Donc si tu lâches, tu refermes des portes, et donc à la fin, tu es beaucoup plus certain que ça ne va pas se produire. Donc aujourd'hui, c'est peut-être de rendre plus attentifs les maîtres de l'ouvrage dans les première phase de projet, de garder un maximum de portes ouvertes. Et ça, effectivement, ça nous permet de construire des arguments et un niveau de dialogue pour essayer d'obtenir ces choses-là le plus tôt dans le projet, et puis de les conserver. J'ai encore une... Concernant vous avez fait tout un travail sur la circularité, mais est-ce que les scénographes, ils ont fait le même effort ? Ils ont fait plus d'efforts que nous, je pense, parce que nous, on était déjà un peu câblés à être attentifs à ça. Le résultat est complètement contre-intuitif. Hein. Si on regarde le pavillon du Luxembourg, il est à côté du pavillon allemand. Le pavillon allemand, c'est une construction en bois, c'est des formes rondes, il y a des plantes partout. Mais c'est construit sur des fondations coulées avec du métal intégré dedans. Il y a 900 tonnes de matière dans le sol qui vont partir au marteau-piqueur. Et puis, il n'y a absolument rien dans la manière dont les choses sont construites qui va nous prouver que c'est récupéré ou récupérable. Mais par contre, quand le visiteur voit ce bâtiment, c'est tous les codes qui lui font comprendre que ce bâtiment est durable, écologique et circulaire. C'est rond, c'est en bois, il y a des plantes. C'est facile à comprendre. Nous, tu vois ça, tu te dis non, c'est quoi ce truc en plastique avec du métal et gris, quoi. Voilà, donc c'était quoi la question? Si les scénographes... Oui, voilà. Et nous, on est quand même câblés à faire des bâtiments qui durent. Les scénographes, c'est des événements, c'est des trucs qui travaillent pendant des mois, puis ça dure 3 jours. Et donc, ils n'ont pas cette sensibilité, ils ne sont pas gênés de consommer des trucs et puis de les jeter.
Par contre, ils ont énormément de ressources parce que dans leur monde, dans leur univers, il y a tous ces éléments qui sont des pièces destinées à être louées, réutilisées, etc. Donc nous, notre boulot par rapport à eux, c'est de dire, allez, allez pas sur les chemins que vous connaissez, essayez d'aller chercher des choses où vous allez travailler encore beaucoup plus avec des choses à monter, avec des choses à louer, etc. Donc, mais après, ils se sont pris au jeu, mais c'était pas leur tendance première. Eux, ils étaient dans le show, quoi. C'est des gens qui font du show. Nous, un peu moins. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question concernant le rapport avec l'entreprise, parce que beaucoup de choses, comme vous avez dit, vous avez laissé les portes ouvertes, et donc après, en discutant avec l'entreprise, vous avez pu trouver des solutions que ça marchait pour eux, mais ça restait dans le concept que vous aviez défini. À partir de quelle phase de projet l'entreprise était engagée dans le processus? C'était après APS ou... Non. Donc c'est un bâtiment public, hein, donc on devait suivre les règles des marchés publics. Donc il y a eu un appel d'offres qui s'est fait en 2 phases. D'abord ouvert, et puis il y a eu une deuxième phase qui était plus un marché négocié, parce qu'il y avait tellement de choses particulières ici dedans qu'on avait vraiment dû resserrer la sélection sur des gens qu'on avait évalués, audités comme étant capables de le faire. Donc ça a été fait en 2 phases, mais c'est vraiment suivant les procédures des marchés publics. Même si l'entreprise ne se trouvait pas au Luxembourg, c'était au Japon. Il n'y a aucun matériau qui vient du Luxembourg à part le jeu de quilles et les mobiliers du VIP. Et donc c'est que des produits japonais, des entreprises japonaises. Il y avait, au début, ont concouru des entreprises qui n'étaient pas des entreprises japonaises. En fait, dans le monde des expositions, des foires, etc., il y a des entreprises qui tiennent ces marchés et qui sont des spécialistes, qui savent travailler dans le monde entier, qui sont absolument géniaux. Mais après, sur papier, quand on creuse un peu, c'est aussi du show, en fait. Donc voilà, on a fait une sélection, on avait mis des critères qualitatifs aussi. Et on en est arrivé à ne retenir à la fin que des entreprises japonaises, parce que c'était celles qui cochaient toutes les cases par rapport aux exigences qualitatives de travailler avec des matériaux locaux, de pouvoir ouvrir des portes ou créer des contacts pour récupérer après, qui avaient peut-être les sources aussi d'éléments déjà de seconde main, des choses comme ça. Donc si j'ai bien compris, parce que je ne connais pas toute la procédure de marché public non plus, ça veut dire que le projet était bien avancé au moment où vous avez lancé la soumission d'entreprise. Donc c'est quand même un peu voilà, ce que j'imagine, c'est que ça doit être très compliqué comment on définit ces critères en restant ouvert, en fait. Je pense que c'est ça le défi, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va récupérer finalement, avec quel panneau on va faire le... On ne sait pas, et c'est diplomatique aussi. Si nous, on est trop... on ne connaît pas vraiment assez les mentalités des entreprises qui sont en face de nous. Donc nos partenaires japonais nous aident là-dedans, mais ce n'est pas une science exacte, parce que c'est un moment particulier aussi, une expo universelle. Ce n'est pas leur quotidien. C'était une seule fois au Japon. La dernière, c'était en 1970. Donc c'est un moment où tout le monde est débordé de boulot, où il y a des pénuries de matériaux, où les prix s'envolent, où il y a des entreprises qui se disent moi je ne veux pas travailler sur l'expo parce que c'est 140 pays étrangers, c'est tous des barbares. Il y a plein de contextes, donc on doit avoir une entreprise pour construire notre pavillon. Donc c'est toute la négociation, quel compromis on est prêt à faire pour avancer, les uns vers les autres. Hein. Je ne peux pas vraiment vous dire s'il y a une recette ou un truc. Hein. Je sais que ça a marché pour finir. Oui, parce que dans les projets classiques, on sait comment ça marche. On fait APS, APD, on prépare un dossier d'exé avec les bordereaux de soumission, on lance un appel d'offres. Et voilà, donc c'est assez classique. Mais je trouve que dans les projets comme ici, où il y a encore, on veut laisser beaucoup de portes ouvertes, beaucoup d'opportunités qui sont encore là. Voilà, est-ce qu'il y a une différence ou non? Les opportunités dont je parlais, c'était les opportunités de réutilisation. C'est ça. Voilà. Et Ouais. donc ça, il faut pouvoir tenir bon intégrer. quand on vous propose de souder, vous dites non, il faut des assemblages mécaniques. Oui, mais alors là, pour le sismique, ça ne marchera pas. Si, il faut juste réfléchir un peu plus, peut-être écouter un peu plus les ingénieurs, peut-être. Et c'est un peu des bras de fer. Et ça ne se passe pas comme ici.
c'est très difficile de communiquer face à face parfois. On ne se regarde pas toujours dans les yeux non plus. C'est pas comme ici, on ne peut pas agresser les gens en les regardant. Enfin, c'est un peu compliqué. Et parfois, les choses reviennent comme un boomerang, ça revient par un côté où on ne l'imaginait pas. Donc, rien ne s'est passé comme prévu, mais à la fin, on a le pavillon qu'on voulait au départ. Je peux rien dire. Parfait. Vous voulez un verre ? Est-ce que vous avez fait des calculs économiques? Vous parlez d'économie circulaire. Donc, est-ce que le rendement CO2, je pense, c'est formidable. L'eau de pluie que vous avez récupérée, c'est formidable. Maintenant, le matériel que vous avez récupéré, la façon de travailler à Luxembourg, est-ce que c'est économique? C'est économique, non. Non. Non, vous savez que dans le mot économie circulaire, il y a le mot économie. Donc le but ultime, l'idéal de l'économie circulaire, c'est vraiment de conserver la valeur également économique d'un bien, enfin d'un élément, dans l'idée qu'il est stocké dans le bâtiment. Le bâtiment est une banque de matériaux, et donc tant qu'il est stocké dans un bâtiment, en théorie, il prend de la valeur. Et donc à la fin, quand on déconstruit le bâtiment, il a de la valeur, on peut le revendre. Ça, c'est la théorie. La réalité, c'est que nous, ce qu'on a cherché d'abord à faire, c'est de trouver des gens qui vont récupérer la matière. Ce n'est pas leur revendre. Parce que quand vous êtes dans un pays, même ici, qui est prêt, si vous mettrez une annonce sur Facebook, j'ai un truc, vous venez le chercher, tu ne vas pas souvent le vendre. Donc, ça dépend quel bien. Mais donc, c'est très difficile d'ajouter à toutes les contraintes qu'on avait, d'ajouter en fin de compte aussi une valeur économique qu'on l'avait proposée au départ. Mais il s'est avéré que c'est très très difficile à négocier et à obtenir dans un contexte où en fait au Japon on recycle très peu. On recycle assez peu, ça commence, on a très peu de réutilisation parce qu'ils sont encore beaucoup plus procéduriers que chez nous. Chez nous, la réutilisation par des professionnels n'existe quasiment pas. Quand vous réutilisez une poutrelle en tant que professionnel ici, vous reprenez la responsabilité de réintroduire cette poutrelle dans un bâtiment qui recertifie. Donc c'est des métiers qui doivent se développer et se créer. On pourra en tant que professionnel prescrire de la récupération le jour où les éléments seront recertifiés. Donc ce sont les privés qui réutilisent ici, ce sont les bricoleurs du dimanche ou voilà, ceux qui le font pour eux-mêmes et qui l'assument pour eux-mêmes. En fait, ça n'existe pas ici non plus, hein. Donc, au Japon, encore moins, parce qu'on est encore plus procédurier. Donc, nous, on a beaucoup de chance d'avoir trouvé des gens qui, grâce à l'événement de l'Expo universelle, grâce au fait que ça fait quelques années, grâce à cet événement, que les choses... Enfin, on en parle dans les médias, que nous, on a pu aller voir les gens. On a fait beaucoup de propagande pour nos idées, pour fédérer les entreprises et les potentiels repreneurs des matériaux. Mais c'est exceptionnel. Enfin, c'est pas la norme là-bas. Donc il fallait pas, à la fin, on a très vite compris qu'il fallait pas non plus espérer revendre des choses, quoi. Voilà, on leur trouve une nouvelle vie et on en est très 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 content. Après, juste pour dire, il y a quand même une plateforme, donc Rakuten, je ne sais pas si vous connaissez Rakuten, c'est le eBay japonais. Et donc, on est en train de... Enfin, nous, on n'est plus là-dedans, mais le maître de l'ouvrage est en train de développer avec Rakuten, qui est partenaire du pavillon, une plateforme sur laquelle tous les lots et tous les matériaux, tous les appareils, les chaises, le mobilier, les couverts, enfin, que sais-je, du pavillon, vont être répertoriés. Il y aura une page pavillon luxembourgeois à Osaka. Et donc, tout ce qui n'est pas encore sous contrat de reprise avec des entreprises sera disponible sur la plateforme. Donc, on va voir maintenant, on arrive quand même vers la fin. Donc il y aura certainement un bilan qui sera fait à la clôture de l'expo par le maître de l'ouvrage. Moi, j'ai croisé André Hansen cet après-midi, le commissaire de l'exposition. Il me dit, voilà, il y a des discussions, mais on communiquera à la fin quand on sera certain de tout ce qui est signé, etc. Pour l'instant, ce qui est signé sont des éléments de construction importants, comme par exemple les mégablocs des fondations. Ça a été signé le jour de l'ouverture du pavillon. C'est un parc de loisirs qui est à Kobe, donc à 40 km d'Osaka, qui les reprend pour, en fait, c'est sur les flancs du mont Roko, donc il y a beaucoup de terrain en pente, et ils vont en fait recréer toute une série de murs de soutènement pour sécuriser les chemins de randonnée, les chemins VTT dans leur site. Ça, c'est déjà, voilà, c'est un truc très concret qui est juste à côté, et il y a
plusieurs autres discussions comme ça en cours avec les Japonais, mais ça dure très, très, très longtemps. Je vous ai dit, on discute pendant des semaines, des réunions, des choses, et à la fin, on reçoit un petit papier comme ça. OK. Et donc, ça va se passer de la même manière probablement, mais on ne sait pas encore. Voilà. Merci pour vos explications. Je peux poser ma question? Ah, pardon. Comme vous avez travaillé pour le ministère de l'économie et avec le LIST au Luxembourg en particulier, des bureaux d'ingénieurs, etc., est-ce que vous voyez qu'il y a un input de votre expérience pour le développement de l'économie circulaire et toutes les réflexions qui tournent autour et qui ne datent pas de ce projet? Il y a des volontés et des initiatives. Donc, Paul Schossler, qui est donc en charge d'animer et de développer la décarbonation du secteur de la construction au Luxembourg, était avec nous à Osaka. Il a suivi le projet de très près, puisque sur ce volet-là, c'était lui qui faisait l'évaluation de nos propositions pour le ministère. Il nous a accompagnés à Osaka. Il y a eu au pavillon une journée de l'économie circulaire où différents acteurs ont présenté le PCDS, voilà, les principes de l'économie circulaire. On a vraiment essayé de communiquer, de faire de la propagande pour cette vision des choses. Et lui, en tout cas, je pense en toute sincérité, avec beaucoup d'implications, il veut faire bouger cela, mais ça a des implications économique aussi. En fait, ce qui nous manque, c'est pas de savoir comment on fait techniquement. Techniquement, on sait faire. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quel est l'incitatif derrière. C'est pas juste la bonne conscience de se dire je vais pas gaspiller. À un moment donné, ça coûte quelque chose de faire quelque chose de démontable. Ça coûte plus cher que de faire un béton coulé sur place. Donc, et quelle est la valeur de tout ça? Donc en fait, ce qui manque, c'est les outils économiques ou les approches économiques partagées qui font consensus, où tout le monde peut se dire, ok, moi je peux y aller aussi, parce que voilà, aujourd'hui, c'est vraiment des gens qui, par conviction ou par aussi pour leur image parfois, nous permettent de faire ces projets-là. Mais avant que ça devienne mainstream, là, il y a vraiment du travail. Donc, toutes les bonnes, je dis toujours, les petits pas, c'est mieux que des petits pas. Il vaut mieux trotter des petits pas que de faire un saut en longueur. Il y a des choses qui vont dans le bon sens, mais pas assez forcément à notre goût. Mais voilà. Nous, on essaie de l'amener dans chaque projet et puis on voit si ça peut se faire ou pas. Oui, bonsoir. On a compris que la toile va devenir des sacs où elle va être recyclée, donc ça c'est très bien, et on comprend très bien que toutes les boîtes font, enfin on va être pratiquement à 95% de récupération et on a vraiment envie d'y croire. Il y a juste une question, c'est en fait toute la structure qui tient la toile en fait, puisque ça elle est quand même extrêmement sur mesure. Celle-là elle est recyclée, elle fait partie. En fait, nous on a tablé aujourd'hui sur 80% de réutilisation. 80% de réutilisation. Donc récupération pour être réutilisée. 20% sont recyclés. Il y a très peu qui n'est pas recyclé. Et ces éléments en acier, ils sont tellement sur mesure. Parce que pour optimiser la toile, pour réduire à ce qu'il n'y ait que de la toile, ces éléments-là, ils sont vraiment hyper sur mesure. Donc la planche que j'ai montrée avec tous les câbles, les éléments. Vous n'avez pas eu envie de recomposer un projet en utilisant ces poinçons et les ramener à Luxembourg et faire quelque chose avec ça? Parce que ils sont dessinés, ils sont conçus et ils sont certainement facilement réutilisables, presque dans leur situation, sans recréer la toile exactement, mais d'en faire quelque chose, quoi. Parce que c'est du bon matériel et c'était certainement. Voilà. Le mieux, ce serait de pas de le ramener à Luxembourg, c'était de trouver le projet au Japon. Oui, ça vous avez des collègues. Nos partenaires architectes, ils sont là-dessus aujourd'hui. Ils sont impliqués dans les discussions quand vous avez une administration communale ou un acteur qui dit tiens, mais moi je serais peut-être intéressé, mais qu'est-ce que je pourrais en faire vraiment? Donc, en fait, le pavillon, nous, notre objectif, c'était de faire la démonstration qu'on pouvait le récupérer en éléments, en pièces détachées.
Ça, c'était pour nous l'ultime. Mais en fait, on peut le récupérer en volume détaché ou on peut le récupérer dans son entièreté. Et en fait, toutes les pistes ont été étudiées avec des acteurs différents, mais ça discute, ça se revoit, et puis ça vient, et puis ça part. Mais il y en a certains, voilà, il y a une sélection naturelle, et puis il y en a plus que quelques-uns avec lesquels le maître de l'ouvrage est en train de discuter. Mais l'idée, c'est de récupérer un maximum. Mais le mieux, ce serait au Japon, quoi. Nous, on voulait les arbres, on voulait les laisser dans des pots et dire ils sont juste là pour 6 mois, ils sont en voyage, on les a sortis de la pépinière et puis on va les ramener. On a essayé de trouver le quartier où on a fait les guest house à Osaka, en fait, il y a toute une série de grands arbres qui ont été coupés pour des raisons d'aménagement. Et donc on voulait rentrer en contact avec la ville d'Osaka pour aller replanter les arbres là-bas. C'est des choses qu'on a essayé de mettre en place, mais à un moment donné, on n'a pas tous les mandats non plus, on n'a pas tout le temps possible non plus. Donc voilà, s'il y a d'autres priorités, on ne peut pas tout faire. Mais il y a moyen de faire des tonnes de choses. Mais voilà, c'est un peu du temps, c'est un peu se bouger. Voilà. Mais les architectes, on n'est pas la solution à tout quand même. Hein. On fait déjà beaucoup quand même, non? Bon, merci Arnaud. Merci aussi S'il n'y a plus de questions, j'ai encore une question par curiosité. Qui a visité le pavillon? Oh, waouh! Ici, il y avait juste encore une dernière question. Oui, bonsoir. L'Expo universelle de 1970 a aussi eu lieu à Osaka. Je me suis demandé si ça, c'était un sujet de la part de l'organisation japonaise ou même une inspiration pour vous, comme ça a vraiment marqué une date clé pour l'architecture, comme c'est le début du métabolisme, et c'est une question que je me suis posée. À un moment donné, dans les brainstorming des 6 semaines de conception, on a recherché un petit peu ce qui s'était fait à l'époque et quelle était l'image de l'expo, véhiculée par l'expo d'Osaka. Et donc ça nous a énormément rassurés sur l'usage de la membrane. Donc elle était aussi dans l'esprit des ingénieurs et un peu le nôtre, mais sans le communiquer, un peu une évocation de ce qui s'était fait 25 ans avant. Mais à part ça, non. Vive le plastique, c'est fantastique. Hein. Je ne vais pas conclure là-dessus quand même. Vous pouvez couper au montage, s'il vous plaît. Bon, merci. Donc je pense que le bar, il est ouvert. Merci tout le monde. Merci.